Bienvenue dans ce 23h, bonsoir à tous. Voici les titres au sommaire de cette édition. Un triplé d'or pour la Côte d'Ivoire au 12e Jeux africains de Rabat au Maroc. Les taekwondo Gbané Seydou, Cissé Cheikh et Bouma Ferimata ont raflé les premières places pour la première journée des compétitions de taekwondo. Des victoires qui ont fait retentir 3 fois de suite l'Abidjanaise à Rabat. Visite inopinée du ministre Aka Awele au CHU de Yopougon. Un tuyau défectueux aurait cédé dimanche dernier. L'incident a entraîné l'inondation du grand bloc opératoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique veut rassurer la population sur la rapide mise en fonction des blocs opératoires. Et puis au Soudan, Abdallah Hamdok, le Premier ministre de transition, a été investi. À sa suite, le général Abdel Fattah al-Burhan a prêté serment à la tête du nouveau conseil souverain composé de 11 membres. Le nouveau Premier ministre devra s'atteler à former un gouvernement d'ici au 28 août prochain. Bienvenue dans ce 23h. L'information sportive ouvre ce journal. La 12e édition des Jeux africains a lieu en ce moment au Maroc. L'hymne national de la Côte d'Ivoire était à l'honneur à Rabat, la capitale. La raison, Gbané Seydou, Cissé Cheikh et Bouma Ferimata ont offert au pays les 3 premières médailles d'or de cette compétition. Ces 3 athlètes ivoiriens, vous allez le voir, compétissaient hier pour la première journée des compétitions de taekwondo. Revivons en images leur victoire dans cet élément de Sébastien Ouagnin pour RTI Sport. En homme, catégorie moins 87 kg, Gbané Seydou a ouvert la voie des médailles pour la Côte d'Ivoire. Face à l'Égyptien Kari Selaldine, plastron rouge, l'Ivoirien a très bien négocié les 3 rounds. Il s'impose 11-3. Moins 80 kg, Cissé Cheikh Salah en bleu, Mahmoudi Acharaf du Maroc. Un combat riche en action et en émotion. Les deux ont pratiquement la même technique sur le tatami. Le score est resté très serré jusqu'à la fin. 15-14, 29-24, 38-35 pour Cissé Cheikh Salah. Il faut dire que je suis très fier de moi. Je suis très fier de moi. Aujourd'hui, on a commencé la bataille de Rio avec plusieurs athlètes. Mais aujourd'hui, ces athlètes-là ont disparu parce que le niveau est très haut et il va très vite. Donc tous ces athlètes avec qui j'ai commencé les Jeux de Rio, aujourd'hui, il n'y a personne. Et je suis le seul, et en plus un Africain, qui essaie de maintenir cette génération d'avant Rio. Là. Donc je suis très fier de moi. En dames, moins 49 kg, Bouma Ferimata de la Côte d'Ivoire, opposée à l'Égyptienne Abdel Salam Nour, a eu un combat facile grâce à son niveau technique très élevé. Elle s'impose 34-10. Je suis restée concentrée du début à la fin. J'ai écouté les conseils de mon coach et aussi les prières aussi m'ont aussi aidé. Ainsi, les Ivoiriens s'en sortent avec 3 médailles d'or et par 3 fois font retentir l'hymne de la Côte d'Ivoire au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Et puis notez bien qu'environ 6396 athlètes africains issus de 28 disciplines sportives différentes participent à ces Jeux qui prendront fin le 31 août prochain. Le peuple ébrié d'Abidjan est en fête. Ce jeudi a eu lieu la cérémonie de sortie officielle de la génération Blessoué d'Adjamé. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan était présent à cet événement. Éric Goré. Le peuple Achan présente ce qu'il a de plus beau dans les composantes de sa culture. Avec un invité de marque, Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Les danses des guerriers des 4 catégories que compte la génération Blessoué Abidjan Adjamé ont gratifié le public. Ce qui m'attire dans la fête de génération des ébriés, c'est au niveau de la danse, l'organisation et le côté culinaire. Je découvre surtout la culture Akan et ça me fait plaisir. Les Blessoué, les Dongba, les Assoukou et les Agban ont un rôle spécifique. C'est notre manière pour pouvoir gérer nos différents villages. Ceux qui fêtent aujourd'hui sont appelés à être au pouvoir dans 10 à 15 ans. C'est une fête de maturité, de responsabilité et surtout de capacité à comprendre son environnement
pour s'insérer dans le tissu social et jouer un rôle majeur. Tour à tour, ils ont fait des démonstrations devant le vice-président. Je voudrais donc vous exhorter, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à continuer de cultiver ces traditions et coutumes qui font l'originalité des Hachans. Je vous encourage à continuer de préserver en votre sein et en toutes circonstances les valeurs de paix, de fraternité, de solidarité. La tête dans la modernité et les pieds dans la tradition, la Côte d'Ivoire reste toujours attachée à ses valeurs traditionnelles. Et selon la culture du peuple ébrié, la génération Blessoué prendra le pouvoir de la gestion des villages ébriés dans 15 ans, après la génération Tchagba qui, elle, succédera à la génération Dougbo qui rendra le pouvoir en 2020. Que se passe-t-il réellement au CHU de Yopougon ? Il y a quelques jours, des rumeurs fustigeaient le centre hospitalier sur les réseaux sociaux. Pour mettre la lumière sur la situation et rassurer les populations, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu en personne au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Un tuyau défectueux aurait cédé dimanche dernier, entraînant une inondation de 5 salles du bloc opératoire principal. Un incident qui rend temporairement indisponible ce bloc. Le constat de Stéphane Loboué et Mamadou Kouassi. Le grand bloc opératoire du CHU de Yopougon fermé depuis le lundi 19 août dernier. La raison, 5 salles de ce grand bloc opératoire ont été inondées par une fuite d'eau due à un tuyau défectueux dans le bâtiment dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 août 2019. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique y a effectué une visite pour faire l'état des lieux. Je suis venu, constater ce qui s'est passé et je vois que les dispositions ont été prises. Les 5 blocs opératoires concernés qui en fait n'ont reçu que l'écoulement d'eau. L'eau n'a pas coulé dans les blocs opératoires. Les spécialistes, les chirurgiens nous ont rassuré que dès demain déjà, un premier bloc va pouvoir fonctionner. Mais surtout à partir de lundi, tous les blocs nettoyés, stérilisés vont entrer en fonction. Construit en 1989, le CHU de Yopougon bénéficiera, selon le ministre Akaolé, d'une réhabilitation complète à partir du 1er novembre 2019. Les travaux de réhabilitation d'un coût de 5 milliards de francs CFA s'inscrivent dans le vaste programme sanitaire du gouvernement qui prend en compte la réhabilitation et la construction des CHR et d'hôpitaux généraux. Le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida favorise l'appui et le soutien du gouvernement à 150 familles de 16 localités de la Côte d'Ivoire. Ces personnes vulnérables ont reçu des dons et des vivres et non-vivres, l'objectif étant de contribuer à la réduction du taux de pauvreté et améliorer les conditions de vie de ces populations. Godefroy Okambawa. La quarantaine révolue, mère célibataire de 4 enfants et sans aucune activité génératrice de revenus. Agnès se contente d'une situation de vie précaire. Difficile pour elle de satisfaire au quotidien ses besoins fondamentaux. Souvent même il fait jour, on n'arrive pas à manger. Souvent aussi mon enfant est malade, je n'ai pas l'argent. Souvent aussi ma petite soeur s'est engrouillée. Sans soutien, elle fait partie de ces nombreuses femmes et familles dites vulnérables. Dans le quartier où elle réside, dans la commune de Grand Laou, les conditions de vie de ses voisins sont identiques. Aujourd'hui, grâce à l'action gouvernementale à travers le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, le PNOV, cette frange de la population reçoit un soutien en vivre et non-vivre et un accompagnement sanitaire. Un programme qui vise à donner une dignité à ces personnes et améliorer leurs conditions de vie. C'est bien de donner des choses, mais c'est important aussi de voir les conditions de vie. Parce que si les conditions de vie ne sont pas bonnes, quel que soit ce qu'on va donner, la personne ne peut pas s'épanouir. Donc il était important de venir pour pouvoir remonter aussi l'information, montrer vraiment au gouvernement qui fait un effort en nous donnant ses vivres, de leur montrer un peu ce qu'on peut faire encore. À Grand Laou comme à Agboville, dans la région de l'Aïbitiassa, de nombreuses familles dites vulnérables ont reçu également des vivres et des non-vivres ainsi que des produits hygiéniques. Ce dont nous a surpris, puisque nous ne pensons pas que le gouvernement nous tenait à cœur et que
la directrice nous tient à cœur aussi. Ces gestes nous a dépassé, largement dépassé. Ces dons-là, je n'ai jamais vu. Donc moi, je dirais merci au ministère de la famille de l'enfant, qui a eu cette initiative de penser aux déshérités, de penser aux mères. Nos populations peuvent se réjouir et être soulagées qu'elles ne sont pas oubliées. Dans le programme social du gouvernement, elles ne sont pas oubliées. La preuve, c'est pratiquement la 3e, 4e cérémonie à laquelle nous participons, où chaque fois le gouvernement vient en aide aux familles indigentes, aux familles sinistrées. Chacun a un rôle important à jouer. Ce n'est pas simplement Madame le maire, ce n'est pas simplement le conseil régional, mais chaque habitant a le devoir de donner quelque chose pour aider ces familles-là. La remise de ces dons s'inscrit dans le cadre d'une caravane dénommée Appui en vivre et non vivre aux familles OEV. Les centres sociaux ont également reçu du matériel didactique pour leur fonctionnement. Pour cette 3e édition, plus de 150 familles dans 16 localités et centres sociaux de l'intérieur du pays bénéficieront de cet appui. Le marché du poisson importé est en crise. Les importateurs rivalisent avec les commerçants détaillants sur les marchés. Une situation dénoncée par les grossistes qui font la jonction entre importateurs, revendeurs et consommateurs. La situation inquiète ces acteurs du marché du poisson importé. Le constat de Jean-Louis Gbangbo. Le poisson, première source de protéines animales consommée en Côte d'Ivoire. Consommation couverte à près de 70% par les importations. Le port de pêche d'Abidjan est le principal centre de transactions autour de cette denrée. Ici, importateurs, grossistes, demi-grossistes et acheteurs de poissons se côtoient à longueur de journée. J'ai te laissé ça à 14 et puis ce soir, j'ai te laissé à 30. Tu veux un seul carton? Pauline est grossiste. On va prendre avec les importateurs. C'est eux qui nous livrent. Et puis nous, on vend en détail. Mais depuis quelques mois, l'activité connaît des difficultés liées à une réorganisation du marché. Cette place est appelée les 1000 frigos parce qu'il y avait beaucoup de frigos ici. Les frigos de 40 pieds, de 20 pieds. Et il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes qui étaient demi-grossistes. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est presque le vide. Cette situation a été provoquée du fait que les importateurs eux-mêmes, ils ont des frigos sur les marchés et ils font le détail. Un véritable crève-cœur pour ces acteurs de la chaîne de commercialisation du poisson qui faisaient jadis la pluie et le beau temps. Moi, personnellement, quand je pouvais aller par jour 10 camions pour envoyer à l'intérieur, Gagnois, mais aujourd'hui, personne ne vient. Nous, on crée l'emploi. Les jeunes qui font sortir les cartons, qui les transportent, tout ça, c'était nos employés. Mais aujourd'hui, là, il n'en est rien. Initialement limités à la vente de leurs produits aux grossistes, les importateurs de poissons et de viandes congelées ont décidé de se mettre depuis quelques mois à la vente directe aux consommateurs. Une activité parfaitement légale selon Ibrahim Omaïs, gérant d'une société d'importation. Nous vendons à tout le monde, nous ne faisons de restrictions à personne. Tout le monde a accès à notre poisson. Qu'il soit grossiste, demi-grossiste ou détaillant, il a accès au poisson chez nous. Nous n'avons pas bloqué les petits et nous n'avons pas non plus permis aux grands de continuer leur activité. Ça fonctionne pour les deux. Parmi les raisons qui ont amené les importateurs à franchir le pas, les nombreuses dettes dues par leurs clients grossistes alors qu'ils subissent la pression des fournisseurs. Pauline Keita reconnaît ce fait. Il y a eu des pertes dans les poissons que j'ai pris avec eux. J'ai des soucis, effectivement, parce que je dois. Les règles de la concurrence, mais également la méconnaissance de certains aspects de la commercialisation peuvent expliquer la crise qui sévit dans le secteur. Un secteur comme celui-là, il est un secteur très concurrentiel. Il n'est pas bon que les uns et les autres se rejettent, j'allais dire la pierre pour dire bon tel a des pratiques qui ne sont pas bonnes, qui me créent un préjudice, alors qu'en réalité, les textes peut-être le permettent. La vente directe du poisson au consommateur final par les importateurs reste une activité encadrée par le ministère du Commerce. Expression de la liberté du marché, mais également libre jeu de la concurrence. Chaque métier est soumis à agrément. Vous voulez être importateur, vous prenez un agrément d'importateur. Vous voulez être grossiste, vous prenez un agrément de grossiste. Vous voulez être détaillant, vous prenez un agrément de détaillant. À partir de là, la loi ne dit pas que celui qui est importateur ne peut pas être grossiste. Ne disons pas à la loi ce qu'elle n'a pas dit.
Lorsque la chaîne de distribution est trop longue, ben écoutez, effectivement, je dirais il y a trop d'intermédiaires et ça crée des surcoûts pour la mise à la consommation des produits. Rendre le poisson plus accessible et au meilleur prix possible, tel est l'objectif de la vente directe du poisson par les importateurs aux consommateurs finaux. En Côte d'Ivoire, la consommation de poissons est estimée entre 250 000 tonnes et 300 000 tonnes par an. Portons nos regards à présent sur l'électrification rurale. Dans le département de Kounfao, les populations d'Anokikro ont désormais la lumière électrique. Le village a été raccordé samedi dernier au réseau électrique national. L'événement a été célébré en présence de Ina Mustafa, le directeur général de l'Office national de la population, suivant ce compte-rendu d'Hermaniamia. C'est un rêve longtemps caressé par les populations d'Anokikro qui vient de se réaliser. Fondé depuis 1925, c'est aujourd'hui que ce village de la sous-préfecture de Kounfao vient d'être raccordé au réseau électrique national. Une immense joie pour les populations qui n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Anokikro fait partie désormais des 274 localités électrifiées dans le Kontougo, dont 31 localités de Kounfao. C'est ici le lieu de dire merci au président Alassane Ouattara et lui témoigner de notre infinie reconnaissance. Parrain de cette cérémonie de mise sous tension électrique, le directeur général de l'Office national de la population, Ina Mustafa, a rappelé à l'assistance que l'électrification d'Anokikro s'inscrit dans le programme social du gouvernement. Aujourd'hui, près de 117 villages sont électrifiés. Nous sommes donc passés d'un taux de couverture de 23% à 77% actuellement dans le département. Je pense que c'est extrêmement important. Enfin, l'électricité disponible dans les ménages, les populations souhaitent cependant bénéficier d'un château d'eau afin de disposer d'eau potable et aussi la construction d'un centre de santé rural. Parlons politique à présent. Le RHDP compte désormais dans ses rangs le cercle de réflexion Demain la Côte d'Ivoire. Ce groupement entend faire la promotion des actions gouvernementales. On en sait davantage dans ce reportage de Christ Diomandé et Franck Quadio. Le cercle de réflexion Demain la Côte d'Ivoire vient de voir le jour. Ce cercle, qui adhère à l'idéologie du RHDP, a pour objectif faire la promotion des acquis de la gouvernance en 2011 à 2019 du président de la République à travers la diffusion de l'information à destination des populations. Il s'agit aussi de faire naître l'espoir auprès des populations que seule la gouvernance RHDP constitue une alternative crédible au développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, et pour y parvenir, le cercle de réflexion entend mettre en exergue ses stratégies. Nous utiliserons les moyens d'action suivants. Mener des réflexions et des contributions. Organiser des rencontres, des réunions et des conférences portant sur les grands sujets dignes d'intérêt en lien avec les acquis importants de la gouvernance 2011-2020. Et pour cela, des experts seront sollicités pour mener avec dextérité cet exercice pédagogique afin de mieux vendre les acquis du RHDP. Le cercle de réflexion Demain la Côte d'Ivoire, c'est aussi des ambitions pour accompagner les actions du président de la République. Face aux réalités actuelles et aux défis futurs liés notamment à la nécessité de développer des idées novatrices qui serviront de moteur au développement de la Côte d'Ivoire, dans un contexte de lutte politique, l'ambition du cercle de réflexion est de produire et de diffuser des idées, des solutions politiques, sociales et économiques innovantes au RHDP dans le but de bâtir le développement de la Côte d'Ivoire. Créé dans le mois de juin 2019, le cercle de réflexion Demain la Côte d'Ivoire entend mobiliser les populations pour la cause du RHDP. Le lancement officiel de ce cercle aura lieu dans le mois de septembre prochain. Un autre groupement des jeunes entrepreneurs et leaders d'organisations forme la Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire. Ils ambitionnent d'apporter leur contribution à la réconciliation en inculquant à la jeunesse ivoirienne des valeurs citoyennes de paix et de cohésion sociale. Astou Touré.
Apporter un soutien à l'éclosion d'une jeunesse responsable et réconciliée avec les valeurs de citoyenneté. C'est la mission que s'est assignée la Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire, l'INESI. La jeunesse représente 77% de la population ivoirienne. Pour ce réseau de jeunes entrepreneurs, le temps est venu de se rassembler pour la Côte d'Ivoire. Les actions que nous allons mener, ce sont principalement des actions de formation. Il faut de la compétence. Il faut que les jeunes de Côte d'Ivoire soient bien formés. Parce que quand on est bien formé, on comprend pourquoi on est dans un pays et on comprend ce qu'un pays attend de nous. Nous allons les former, des formations internes, mais aussi beaucoup de conférences à l'intérieur du pays. Parce que ces jeunes que vous voyez, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. À cette rencontre de la citoyenneté, Albert Mabry-Touaqueuse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a été investi premier grand conférencier de la l'INESI. Parrain de la cérémonie, il a à son tour intronisé Siaka Ouattara, secrétaire d'État chargé du service civique. Albert Mabry-Touaqueuse a invité les jeunes à retourner aux sources. Je voudrais donc vous exhorter à donner le meilleur de vous-même, chers amis de l'INESI, pour sortir de la situation où nous sommes. Je voudrais exhorter les jeunes de Côte d'Ivoire à se battre vaillamment pour sortir de la précarité et de la vulnérabilité qui nous caractérise. Cette rencontre marque ainsi le début des activités de la Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire, qui dans les jours à venir entend mener des actions de sensibilisation. La Côte d'Ivoire commémorait le 7 août dernier ses 59 ans d'indépendance. La représentation permanente de l'État ivoirien au Canada a aussi célébré ce 59e anniversaire en présence de la communauté ivoirienne. Les atouts de la Côte d'Ivoire ont été présentés à Montréal à l'occasion de cette célébration. Mamadou Kouassi. C'est le Rideau Club d'Ottawa qui a servi de cadre pour la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire au Canada. Une célébration qui a réuni la communauté ivoirienne vivant au Canada autour de leur ambassadeur, Philibert Fagnedi. Le diplomate ivoirien a salué l'excellente relation qui existe entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Il a également invité la diaspora ivoirienne ainsi que les opérateurs économiques canadiens à investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a de nombreux atouts susceptibles d'être pris en compte dans votre volonté de prendre une part active à son développement. Elle dispose d'une agriculture diversifiée, moteur de son économie. C'est une économie ouverte qui offre d'excellentes opportunités aux gens d'affaires dans un environnement rendu propice grâce aux réformes mises en œuvre par le gouvernement de Côte d'Ivoire dans le cadre d'un code d'investissement incitatif. Au nom du gouvernement canadien, Leslie Norton, sous-ministre chargé de l'Afrique subsaharienne au ministère des Affaires étrangères, a présenté la nouvelle vision de son pays qui consiste à renforcer sa présence sur le continent africain, notamment en Côte d'Ivoire. Leslie Norton a aussi salué la forte présence des étudiants ivoiriens dans les universités canadiennes. Elle a également souhaité le renforcement des relations au niveau culturel et sécuritaire. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Canada datent de 1962. Des chercheurs du ministère de la Culture et de la Francophonie étaient au Brésil, sur la route de l'esclave, pour suivre les traces des Ivoiro-descendants du Brésil. Une mission accomplie selon les membres de la délégation du ministère. Ils se sont exprimés au micro de Serge Coléa. Mission fructueuse au Brésil pour le comité scientifique du projet Route de l'esclave en Côte d'Ivoire. Plus d'une semaine de recherches qui ont conduit les membres de l'équipe dans les villes de Recife, Olinda, Salvador et São Paulo. Théoriquement, il y a eu des Ivoiriens descendants, mais tout ceci ne peut être confirmé que par les tests d'ADN. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la cartographie mondiale de l'ADN, de sorte que, une fois le test fait, chaque afro-descendant qui se sera soumis à ce test pourra savoir d'où venaient ses aïeux. Le projet Route de l'esclave en Côte d'Ivoire, de l'avis des différents spécialistes, au nombre desquels des historiens, des linguistes et des archéologues, est sur la bonne voie. Je pense que la Côte d'Ivoire est la première à avoir pris ce chemin-là. Venir à la rencontre des descendants d'esclaves, voir ce qu'ils ont, leur culture, travailler avec eux et puis savoir faire le lien entre ce que nous avons ici et ce que nous avons
en Afrique. Leur lieu de départ et leur lieu d'arrivée, je pense que c'est une recherche qui est originale, une méthodologie originale que l'UNESCO devrait prendre en compte et voir que l'État de Côte d'Ivoire est engagé dans ce travail-là, qui est très important. Ce voyage ouvre également des perspectives artistiques et culturelles entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Nous pensons qu'il y a maintenant une ligne qui va permettre à des professionnels de nos différents pays de venir en échange d'expériences ici, à des films, à des productions ivoiriennes d'être montrées ici. Et il y a aussi le secteur du livre, parce que les autorités que nous avons rencontrées animent une foire du livre qui est l'une des plus dynamiques au niveau du Brésil. Pour cette mission, le ministère de la Culture et de la Francophonie a bénéficié du soutien du ministère des Affaires étrangères à travers l'ambassade de Côte d'Ivoire au Brésil qui a facilité les échanges avec les autorités brésiliennes. Parlons maintenant de cette compétition sportive à dimension sociale et citoyenne, le Mobcross. La 7e édition de la compétition a conquis les populations de Korogo à l'occasion d'une cérémonie d'hommage au Premier ministre. D'ailleurs, le trophée du vainqueur porte son nom, Amadou Gon Coulibaly. Cette 7e caravane du Mobcross sillonnera 20 régions du pays. Désiré Kofi et Godefroy Okambawa. Plus de 80 motocyclistes issus des villes de Bouaké, Ferkessédougou, Angolo-Dougou, Korogo et Yamoussoukro, tous engagés sur la route de la cohésion sociale et du vivre ensemble. C'est l'objectif du Mobcross de Korogo, doté du trophée Amadou Gon Coulibaly, une initiative qui a sa 7e édition. Occasion pour les motocyclistes et les initiateurs de rendre un hommage au chef du gouvernement pour ses actions de développement dans la région. Cet événement, nous l'organisons chaque année pour égayer les populations, pour apporter notre contribution au processus de paix, de cohésion sociale et d'unité, et aussi pour honorer et remercier la personnalité d'exception qui est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Quand il y a cohésion, il y a développement. Quand il y a la paix, il y a développement. Donc c'est pour nous une occasion de saluer vraiment l'initiative. Après une course sur circuit fermé de 3 km, c'est Ousmane Sawadogo qui s'adjuge la première place avec pour récompense une moto d'une valeur de 500 000 francs CFA. Pour les prochaines éditions du Mobcross, les initiateurs entendent l'élargir à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Une nouvelle moins reluisante, le monde de la culture porte doublement le deuil. Le secteur a perdu un des acteurs émérites de la mode, le couturier Éloi Sessou n'est plus de ce monde. Le styliste, modéliste, l'habilleur des Miss et des célébrités est décédé ce 22 août des suites d'une longue maladie. Nos reporters se sont rendus dans ces quartiers d'Evisoyo et à Boussanogo. Il était l'habilleur des Miss. Il était l'un des meilleurs ciseaux de Côte d'Ivoire, voire même d'Afrique. Éloi Sessou, c'est de lui qu'il s'agit, a déposé définitivement les ciseaux ce jeudi matin, plongeant ainsi sa famille, ses proches et l'univers de la mode dans la tristesse et la consternation. Ce que je retiens de lui, c'est son caractère discipliné, courtois, respectueux et surtout travailleur. C'était un membre influent de l'association des créateurs de mode. Il est parti, on va dire, avec tout le talent qu'il avait. C'est vraiment une grande perte pour la mode. Pour celui qui connaît les Éloi, il est parti d'un niveau, et puis bon, tout de suite, vous voyez à quel niveau il était déjà. Ambassadeur de la mode ivoirienne, il était en Italie récemment pour un défilé intitulé Sous le manteau, ce dans le cadre d'un programme destiné aux migrants clandestins. Comptabilisant 15 années d'expérience dans le domaine de la mode, disponible, il avait pour mot d'ordre le travail bien fait. Éloi Sessou était également le styliste des chroniqueurs de l'émission de la radiodiffusion-télévision ivoirienne C'est Midi. Selon des sources proches de la famille, Éloi Sessou traînait une maladie depuis plusieurs années. Maladie qui a aujourd'hui eu raison de lui. Adieu l'artiste. Passons à l'actualité internationale. Au Soudan, Abdallah Hamdok, ancien économiste à l'ONU, devient le premier ministre de transition. Hamdok devra s'atteler à redresser l'économie du pays. Il a, lors de la cérémonie d'investiture, promis d'établir un programme d'urgence pour faire face aux pénuries de produits de base. Le nouveau gouvernement devrait être formé le 28 août prochain. Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui commande la junte au pouvoir de Khartoum depuis l'éviction du président Omar Hassan
Bachir, en avril, a aussi prêté serment à la tête du nouveau conseil souverain de 11 membres, 6 civils et 5 militaires, qui dirigera le pays pendant une période de transition de 3 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez demain à cette même heure Kolo Koulibaly. Passez une excellente soirée sur RTI 1.